Think Tank. Think Tank. Think Tank. Think Tank. Think Tank. Cennosti, Reflexion, Sport und Staatsbürgerschaft. Sport a občanství. Euradio Nantes vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du think tank Sport et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'homosexualité et de l'homophobie dans le sport. Cette émission sera animée par Juliane Japper. Bonjour Juliane. Bonsoir, bonjour Inès. Qui est directeur du think tank, et moi-même, donc Inès Boutard. Nous recevons sur le plateau cinq personnes. Anthony Met, qui est psychologue à la clinique des sports de Mérignac, à côté de Bordeaux. Lisée Jacques, qui est responsable pédagogique du Paris Football Gay. Christelle Foucault de la Fédération sportive gay et lesbienne, qui en est présidente. Et monsieur Bastien Nourricet, qui est éducateur dans le cyclisme. Et je pense aussi, Inès, qu'on a oublié Stéphane Méas, qui est sociologue du sport à Rennes. Avant de démarrer l'émission, j'aimerais remercier aussi Laurent qui nous a accompagnés à la technique pour toutes ces émissions. Merci Laurent, à toi. On est très heureux de traiter cette thématique que l'on a pu aussi commencer à étudier dans notre revue, dans notre magazine Sport et Citoyenneté sur le sport et les discriminations en Europe, en particulier avec deux contributions, une de Pepe Garcia Vasquez, qui est l'ancien cofondateur de la Fédération sportive européenne gay et lesbienne, et de Eric Anderson, qui est professeur du département d'études du sport à l'université de Winchester. Le sport, à l'origine, est fait pour les hommes blancs et hétérosexuels, donc avec des discriminations qu'il peut porter en lui-même. On va essayer de répondre, au moins de se poser quelques problématiques. La pratique sportive est-elle différente selon que l'on est homosexuel ou hétérosexuel? Que se passe-t-il lorsqu'on est un athlète de haut niveau issu du giron fédéral et que l'on est homosexuel? Le sport de haut niveau et le sport amateur sont-ils concernés de la même manière par l'homophobie? L'homosexuel sportif ou le sportif homosexuel a-t-il les mêmes préoccupations, les mêmes envies, rencontre-t-il les mêmes obstacles? Voilà quelques questions que l'on va aborder avec nos invités, et je pense que l'on va commencer avec monsieur Anthony Met. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue du sport, si j'ai bien compris. Non? Alors expliquez-nous un peu votre domaine d'activité. En fait, je travaille avec des sportifs de tout niveau, mais quand généralement sportifs pro ou de haut niveau, et on les suit sur deux approches, ou la performance ou leur santé. Donc avec une approche, disons, psychologique en fait. D'accord, vous avez établi un état des lieux de l'homophobie dans le sport aquitain. Est-ce que vous pouvez nous faire, pour démarrer un peu cette émission, pour lancer un peu cette émission, votre état des lieux dans le sport aquitain, qui j'imagine ne doit pas être assez isolé? Non, donc on a interrogé en tout 922 sportifs, donc qui jouent en Aquitaine principalement, dans les 5 départements. Interrogé donc par questionnaire. Donc chaque sportif et sportive remplissait un questionnaire avec des questions donc attriées à l'homosexualité. Et de là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment en fait deux phénomènes bien distincts entre les hommes et les femmes. Donc vous avez un contexte sportif masculin qui est quand même globalement, je dirais, assez hostile aux homosexuels, notamment les gays. Et un contexte féminin qui, par contre, lui, est très ouvert, dans lequel, je pense, les sportives lesbiennes aujourd'hui peuvent évoluer assez facilement, du moins au niveau entre joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, en tout cas, sont assez tolérantes. Après, quid des dirigeants et des entraîneurs sportifs. Mais ça, c'est, voilà, on n'a pas interrogé directement les dirigeants et les entraîneurs, que les sportifs, et on s'est rendu compte vraiment qu'au niveau des sportifs, il n'y a pas trop de difficultés, alors que chez les hommes, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que vous avez donc rencontré beaucoup de sportifs, de sportives. Est-ce que vous sentez un petit peu qu'il y a que c'est un sujet encore aujourd'hui tabou, qu'il y a une sorte de loi du silence? Alors, chez les hommes, c'est certain, vraiment, quasiment dans tous les sports, je pense. Chez les filles, toujours moins, c'est à mon avis. Les sports, on va dire, nouvellement ouverts aux femmes, c'est plus compliqué.
le rugby, le football. Après, les sports où les filles pratiquent depuis longtemps, en basket ou en balle par exemple, c'est pas une question qui est taboue et ils l'évoquent assez facilement. Alors on a la chance d'avoir aussi en ligne avec nous Monsieur Jacques Lisée, qui est responsable pédagogique du Paris Football Gay. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir avec vous. Alors des fois vous avez un parrain aussi qu'on connaît très bien qui est Vikash Dorasso, oui. Donc qui a pu vous médiatiser certaines de vos problématiques. Oui. Est-ce que vous sentez quand même que les mentalités évoluent aujourd'hui sur ces questions? Écoutez, pas vraiment. Enfin, tout dépend à quel niveau on se situe. Je pense que, l'enquête d'Anthony le montre bien. Je crois que dans le sport chez les sportifs professionnels masculins, je vois pas d'évolution vraiment. Enfin, voire peut-être même plus les homosexuels sont visibles, en général, plus l'homophobie se radicalise. Donc, on pourrait presque imaginer que les homosexuels existants, au sens, il y ait presque une radicalisation de l'homophobie. Après, là où on voit quand même une assez bonne évolution, je trouve, c'est dans les institutions. Chez les institutions, comme par exemple, on a au Paris Foot Gay un soutien sérieux de la Ligue de football professionnel qui a véritablement pris en considération le combat du Paris Foot Gay et qui s'associe régulièrement à des actions de soutien, intervient dans nos clips, etc. Ça, c'est quand même une avancée assez remarquable. C'est assez remarquable comme avancée que les institutions dirigeantes du foot vous apportent leur soutien, leur logistique. Bon, alors attention, tout n'est pas si rose. Tout n'est pas si blanc. La Fédération française de foot ne veut pas en entendre parler. En revanche, enfin bon, ils sont toujours dans le déni. Hein, bon. Alors on est sur de l'homophobie dans le football. On a entendu. Donc voilà, on va dire qu'il y a des avancées, mais on n'en est pas encore à fermer boutique. Hein. Alors on est sur Euradio. Euradio, c'est une radio citoyenne européenne. Oui. On est le think tank Sport et Citoyenneté, un think tank aussi européen. Est-ce que sans tabou, on peut dire aussi aujourd'hui que en France, on sent que les mentalités sont un peu en retard par rapport à nos voisins européens, confondus d'ailleurs du nord ou du sud. Est-ce que c'est français ça d'avoir cette vision, cette mentalité par rapport à ces questions de société? Alors déjà les Français sont pas. Moi j'ai fait partie de beaucoup de projets européens de lutte contre la discrimination. J'étais président d'SOS Homophobie avant, ce qui m'a amené à avoir un peu, et je me suis beaucoup occupé des affaires européennes. Donc j'ai pas mal traîné ma bosse. Enfin, après, si on prend des pays comme, n'en citons que deux, on comprendra vite, la Pologne et l'Italie, on voit bien qu'ils sont très en retard par rapport à la France. Bon, en revanche, c'est vrai que l'Espagne, bon, même s'il y a eu un changement de gouvernement, les lignes ont l'air de, pour l'instant, pas trop bouger, ou même le Portugal, sont plutôt alignés avec les pays du Nord, Scandinavie, Belgique et Hollande, où ces questions de société, aborder la question de l'homophobie est moins tabou, plus généralement pris en compte. Il y a des politiques interministérielles, il y a des choses comme ça. En France, on reste quand même très on reste pour l'instant, on va voir, les temps vont peut-être changer bientôt, mais pour l'instant, oui, ça reste quand même. Il y a des initiatives qui sont prises, mais elles sont très timides. Voilà, il n'y a pas, on sent pas une véritable volonté politique de faire bouger les choses. En revanche, au niveau local, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de collectivités locales qui se bougent sur la question. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Oui, alors Anthony, vous confirmez ça. Nous, on a eu beaucoup de mal aussi à trouver des chiffres, des états des lieux, des données, des études. Ça fait quelques années qu'on sait que en région Aquitaine, des choses se passent sur cette question, avec un soutien des pouvoirs publics. Mais moi, j'ai l'impression que c'est assez isolé quand même. Et quel est votre avis là-dessus? Et également, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'aspect français par rapport à nos voisins européens. Alors, sur le côté européen, c'est sûr que comparé à des pays comme l'Allemagne ou la Hollande, on est vraiment en retard. C'est une évidence. Après, comme l'a dit Jacques Lisée, si on se compare aussi aux pays du Sud, l'Italie, même le Portugal, l'Espagne, là on sera plutôt en avance. Donc
la comparaison est assez difficile à faire. En termes de recherche, je connais juste une étude sérieuse qui a été faite en Hollande, dans le sport, hein, je parle, où il y avait justement, en 98 il me semble, il y avait quelques soucis, mais globalement les sportifs étaient assez tolérants. Quand vous êtes allé voir votre préfet de la région Aquitaine, comment il a accueilli ce projet d'étude qui a dû demander quand même un financement puisque vous avez été financé pour ces questions? Oui, tout à fait. Donc c'est un financement de la DRJSF Aquitaine, donc Direction des sports en Aquitaine. Je n'ai pas vu le préfet directement, pour vous dire la vérité. Je travaillais juste avec les chargés en tête d'émission donc de la DR Aquitaine et ça s'est fait, je dirais, assez facilement parce que c'était un sujet qu'ils connaissaient déjà avant qu'on travaille ensemble. Ils avaient déjà un petit peu travaillé de leur côté, notamment en Gironde. Et donc c'est une direction qui est quand même très axée sur la thématique discrimination en général, racisme et toute forme d'intolérance. Et donc avec eux, on n'a eu aucun souci, même plutôt, je dirais, un travail assez facile et collégial. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres directions en région qui travaillent là-dessus également. Par contre, qui le rendent peut-être moins médiatique ou qui en parlent un petit peu moins qu'en Aquitaine. Et pendant votre étude, justement, comment a été accueillie votre étude dans les clubs dans lesquels vous êtes allé faire votre enquête? Globalement assez bien. Donc on a vu différents clubs, différentes fédérations et également différentes structures sportives, donc des pôles espoir ou des centres de formation. Globalement assez bien. Au niveau des jeunes, ça passe assez facilement. Après les dirigeants, c'est plus compliqué quand même. On sent vraiment de leur part une réticence ou ils ont peur en fait de trop en dire ou d'être mal vus, voilà, de ça leur tombe dessus. Alors que les sportifs, ils répondent assez facilement aux questions et pour eux, c'est des fois ça va être un tabou suprême et ça va être compliqué de vraiment sur le terrain d'aller enquêter. Et des fois, avec des jeunes, ça se passe très bien. Même à la fin, on a un échange, on a un petit débat entre nous, on parle de la question. D'accord. Globalement, c'est quand même assez positif, je trouve. On a juste eu 2 soucis avec deux équipes de foot, malheureusement, pour parler vraiment de football, mais sinon, globalement, c'est quand même assez positif. Bastien Norisset, vous êtes aussi parmi nous, vous êtes éducateur de cyclisme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ces types d'enquêtes ont déjà été... on vous a déjà posé ces genres de questions dans votre club? Ces questions sont-elles des questions qui font partie de votre quotidien? Alors, on est très heureux d'avoir Bastien avec nous à la table et on va réserver la surprise à nos auditeurs après une première page musicale. Spend my time wondering if you're
Le think tank Sport et Citoyenneté sur Euradio Spice Western Only One. Sport et citoyenneté. On était donc avec Bastien tout à l'heure, on voulait traiter de la question de l'homosexualité dans votre club de cyclisme. Oui, c'est pas un thème qui est développé dans le cyclisme encore actuellement. Déjà le cyclisme actuellement a fait un peu marche en arrière dans l'égalité homme-femme. Donc déjà il y a un vrai problème de misogynie déjà actuellement dans ce sport. Donc la question En quoi ils ont fait machine arrière? Il y a eu à l'époque des années 80 avec le tout nouveau, la toute nouvelle avec le cas Jenny Longo qui était la grande sportive qui rapportait des médailles à la France, qui était une vitrine entre guillemets, et que le cyclisme était novateur dans le fait d'avoir une grande athlète médiatisée. Malheureusement, elle a un peu, alors qu'elle aurait dû peut-être arrêter et se mettre dans la fédération pour pouvoir donner des coups de main, elle a joué la carte perso et puis elle a voulu continuer. C'est son droit. Par contre, il y a pas un souhait de la fédération française de cyclisme de développer ce sport féminin, contrairement aux autres clubs, pays à côté, aux pays européens où ils ont des équipes professionnelles, comme on a chez les garçons. Et les filles, une équipe professionnelle, il y en a une qui est reconnue par la fédération. Et après... alors pour les garçons, les problématiques que vous avez pu vous rencontrer ou identifier? Le problème, c'est que déjà que le fait pour une fille, déjà c'est compliqué de faire ce sport. Alors si un athlète homme décrirait son homosexualité, ça fait déjà un malaise, parce que déjà il y a des réflexions du genre... on a un sport, entre guillemets, on a deux pédales. Donc le fait de dire qu'il n'en faut pas une troisième, déjà, ça c'est le genre de réflexion assez homophobe qui pose un peu de problème. Anthony, j'imagine que ce témoignage-là de Bastien, vous en avez rencontré et il fait partie de votre état des lieux. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des préconisations aussi à nous apporter. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la première, c'est la formation des entraîneurs, en fait. Je pense par les entraîneurs que tout passe et tout se règle, en fait. Et malheureusement, dans leur cursus d'entraîneur, que ce soit en filière stage ou dans les différents DE qu'ils ont à passer, on ne parle jamais, mais je dis bien jamais, de la thématique discrimination. Absolument jamais. Alors, on offre encore moins. Et donc, on a préconisé, en fait, que donc les formations BE ou même en STAPS, les étudiants aient des cours, justement, sur ce genre de thématique-là, et qu'on aborde avec eux les problèmes, surtout qu'on leur explique comment les régler si problème il y a, en fait. Parce que vraiment, vous demandez aux différents coachs que vous connaissez, ils vous diront tous qu'ils n'ont jamais été formés à ça. Absolument jamais. Jamais à la gestion des problèmes ethniques ou culturels, religieux, etc. C'est dommage. Qu'on aborde jamais, en fait. On parle que de compétences purement techniques en termes d'entraînement et de match. C'est dommage parce que justement le sport, et en particulier le sport à l'école, devrait être un lieu justement de libre expression, de liberté, où même les éducateurs, les profs de sport devraient aussi pouvoir repérer et aider des personnes qui sont en réflexion, en recherche et dans des comportements qui pourraient être marginalisés. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Mais on ne leur apprend jamais. Eh oui, Jacques Lisée, est-ce que votre club connaît quel est le succès de votre club? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous suivent, qui viennent jouer avec vous et qui se sentent exclus? Alors il y a beaucoup de cas juridiques sur cette question. Oui, alors c'est assez amusant parce que le Paris Foot Gay est une association qui est presque plus connue que beaucoup d'autres associations. Enfin, je pense que le mélange football et homosexualité est un mélange un peu détonnant qui du coup donne une vraie notoriété au club. Donc ça semble un peu antinomique, le football et l'homosexualité pour beaucoup de gens. Donc je pense que le côté... voilà. Donc je pense que le club s'appuie là-dessus. Ça n'a jamais été enfin, évidemment, il y a une équipe qui joue, qui sert à appuyer nos actions, qui est la vitrine de notre action. Mais l'association Paris Foot
Gay Club. Paris Foot Gay n'est pas un club de foot véritablement. La vraie mission du club, c'est de lutter contre l'homophobie dans le football et j'ai envie de dire dans le sport dans son entier actuellement, puisqu'on a monté un programme national éducatif et qu'on intervient auprès d'éducateurs sportifs. Justement, à ce propos, vous pouvez nous parler un petit peu plus du programme Be Yourself? Alors voilà, Be Yourself, en fait, tous les ans, on organise depuis pas mal d'années un tournoi au Parc des Princes avec le soutien du Paris Saint-Germain. Et de plus en plus, on accueille des jeunes. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de travailler auprès de la jeunesse et surtout des jeunes garçons. Voilà, pour parler avec eux, ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce que tranquillement, ne serait-ce que rapidement, de ces questions-là. Et voilà, d'éducation, c'est Pascal Brett, le directeur m'a demandé de rejoindre le Paris Foot Gay pour créer un grand mouvement éducatif. On est en partenariat avec beaucoup de villes de France actuellement pour aller vers les éducateurs sportifs qui, comme le disait Anthony, sont un peu perdus parce que on a répété à ces éducateurs qu'ils étaient porteurs des valeurs du sport. Enfin, on parle beaucoup il y a encore beaucoup de gens qui voient dans le sport une espèce de baguette magique, facteur d'intégration, qui amènerait le vivre ensemble, etc. Et les éducateurs sportifs se sentent chargés de cette responsabilité, mais non seulement n'ont jamais trop appris, comme il le disait, à le faire, à se poser des questions, à décrypter, à savoir comment réagir, mais ni même personnellement, ils savent pas très bien où ils en sont, par exemple du genre, c'est-à-dire que cours plus vite, t'es pas une fille, ils le disent facilement, ils ont vaguement conscience que c'est pas bien, mais ils sont pas très clairs là-dessus, ils se sentent un peu coupables. Mais en même temps, voilà, bon, donc je crois qu'il y a un gros chantier. Vous me disiez justement tout à l'heure que... De retourner vers ces éducateurs sportifs et d'essayer de les sortir de l'angoisse dans laquelle ils sont, de sentir cette responsabilité sans avoir vraiment les moyens ni les compétences pour faire quoi que ce soit. Vous me disiez tout à l'heure que les plus jeunes sont souvent les plus touchés, qu'elles soient victimes de l'homophobie ou qu'ils soient homophobes eux-mêmes. Comment se fait-il ? Oui, alors bon, ça c'est des études plus générales, mais on a beaucoup d'études, un peu de françaises et beaucoup d'étrangères, mais je pense que la situation est la même en France. On a beaucoup d'études qui montrent que l'homophobie est vraiment une affaire de jeunes. Bon, elle existe bien évidemment chez les adultes, mais si on prend par exemple les conséquences de l'homophobie en termes par exemple de violence contre soi-même, de suicide, d'addiction, etc. Il y a plusieurs études qui montrent que les jeunes homosexuels sont 13 fois plus victimes de tentatives de suicide, d'addiction et même d'accidents de voiture, etc. Bon, de prise de risque en tout genre, prise de risque sexuel. Ce qui est intéressant, c'est que... on voit bien que l'homophobie chez un ado est beaucoup plus mal vécue, beaucoup plus violente, peut-être tout simplement parce que c'est pas forcément facile d'en parler à sa famille ou à ses pairs, parce que c'est plus compliqué que quand on est adulte. Je vais vous couper parce que on a la chance d'avoir Bastien. Non, c'est pas grave. C'est quand même un sujet important et on sent que vous êtes passionné et que vous voulez le porter. On n'arrive plus à en caser une avec Inès, mais c'est pas grave. On a Bastien à la table. Bastien, vous êtes éducateur aussi, hein, dans le domaine du cyclisme. On a parlé tout à l'heure de l'absence de formation des éducateurs. Est-ce que vous l'avez senti, vous, quand on vous a formé? Est-ce que vous essayez de former aussi les plus jeunes et le constat est assez noir là qui vient d'être dressé? Oui, parce que moi je sais que j'étais dans les plus jeunes quand j'étais formé en tant qu'éducateur. On a un sport où beaucoup de responsables de clubs ou d'éducateurs sont assez âgés. Et bon, c'est vrai qu'il est difficile ils se plaignent entre guillemets à l'échelle en haut qu'il n'y a pas de jeunes qui s'investissent, mais je pense que ça passe aussi par former les jeunes, les responsabiliser dès le plus jeune âge. Mais vous, dans votre formation d'éducateur, est-ce qu'on vous a sensibilisé à ces questions? Tout ce qui est discrimination, non. Non, pas du tout. Après, même pas sur le fait que d'intégrer les filles dans le sport, alors que c'est déjà la base déjà. Oui, c'est vrai. Alors l'homosexualité, après, derrière, c'est... Dans notre vue sport et discrimination en Europe, souvent quand on associe les discriminations au sport, on pense à racisme. On pense tout de suite
suite à racisme. Après, on pense aussi à homme-femme un petit peu. Après, mais plus lointainement, on pense aux discriminations sociales. Et puis, il y a toutes ces discriminations cachées que l'on ne voit pas, qui sont là un peu au quotidien, mais qui sont un peu plus cachées. Je crois que c'est le mot. Et si on vous sollicite pas, on vous éduque pas sur les questions aussi déjà des discriminations visibles, j'imagine sur les discriminations moins visibles, c'est encore pire. Oui, parce que surtout qu'en plus déjà à la base, c'est qu'il y a beaucoup d'éducateurs dans les jeunes, dans les écoles de vélo, qui sont même pas formés déjà à la base, donc ont même pas des brevets fédéraux que forme la fédération. Donc déjà, c'est des parents, parce que il y a personne qui veut s'en occuper. Donc les clubs, ils ont des gens où c'est des bénévoles qui ont envie de le faire, mais le problème c'est que ils ont même pas de formation déjà, de technique, et en plus, alors la formation. Et vous qui êtes sensible alors à ces questions, est-ce que vous avez un discours auprès des jeunes? Est-ce que vous essayez de leur tenir un discours différent, d'identifier les jeunes qui seraient dans des situations en difficulté qui viennent d'être constatées et énoncées? Moi, je sais que toute forme d'irrespect est bannie dans l'équipe de jeunes. Tout manquement à un comportement, un mot un peu plus au-dessus. Ça m'est pas arrivé encore pour l'instant. Il y a eu juste des fois un peu d'énervement. Tout de suite, on prend à part avant que ça prenne des proportions et dire que on est là dans le vivre ensemble. On est une équipe, même si on est un sport individuel, il y a quand même un esprit où chacun doit avoir sa place. On a tous pas tous le même niveau, donc chacun doit se respecter, prendre du plaisir dans son sport sans pour autant à devoir. On va donner le mot de la fin à Jacques Lisée pour le pari foot gay. Je voulais savoir qu'est-ce qui pousse les homosexuels à se regrouper au sein d'associations. Est-ce que c'est le fait que les associations dites plutôt hétéros ne sont pas capables d'accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui sont entre guillemets plus marginaux? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que soit il y a des gens qui aiment pratiquer un sport et qui sentent bien que en pratiquant ce sport-là, faudrait vraiment voir avec la CGL. C'est vraiment eux qui la fédération sportive gay lesbienne. Là, c'est véritablement pour des homosexuels qui aiment un sport, qui ont envie de le pratiquer et qui n'ont pas envie de prendre le risque de près ou de loin. De se retrouver dans une situation difficile de discrimination, de harcèlement, etc. dans la pratique du sport. Mais on peut aussi imaginer, il y a des gens chez nous qui nous rejoignent, plus parce qu'ils ont envie de militer en fait. Ils aiment le sport, ça les énerve qu'il y ait de l'homophobie ou des discriminations dans le sport, et ils décident du coup de faire deux choses à la fois, en même temps de faire ce sport et en même temps de donner à la pratique de ce sport un côté militant, voilà. Merci beaucoup Jacques Lisée, merci beaucoup Anthony Met aussi. On relaiera Sport et Citoyenneté vos travaux sur notre site, et vos préconisations qu'on n'a pas eu trop le temps d'écouter là, on pourra les retrouver, j'imagine aussi sur le site de la DRJSCS Aquitaine et sur notre site sportetcitoyenneté.com. Merci à vous deux, et maintenant on va écouter Kim Novak, Glory. Just hold my hands.
et citoyenneté. Après cette courte page musicale, le think tank Sport et Citoyenneté tenait à mettre en lumière un projet que l'on soutient. Donc c'est le projet Égalité, d'Anne Yardé, qui est une navigatrice du Vendée Globe et qui recherche encore des partenaires et des sponsors pour l'accompagner et porter ce beau projet sur les mers et les océans. Nous avons rejoint aujourd'hui sur le plateau deux personnes. Stéphane Eas, sociologue à Rennes, bonjour. Oui, bonjour. Et également Christelle Foucault qui est présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne. Bonjour Christelle. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on a eu la chance dans notre dernière revue sur la discrimination d'avoir la contribution de Pepe Garcia Vasquez, que vous connaissez sûrement, Christelle Foucault, qui est l'ancien co-président de la Fédération sportive européenne gay et lesbienne, et qui rappelait que le sport à l'origine est fait pour les hommes blancs et hétérosexuels. J'imagine que ça doit vous irriter quand même, Christelle Foucault. Ça mérite pas tout à fait dans le sens où effectivement originellement c'était plutôt fait pour préparer à la guerre, donc je vais pas enlever aux hommes la faculté d'aller se battre contre d'autres hommes, je leur laisse bien volontiers puisque effectivement l'exercice physique au départ a été fait plutôt dans le but de préparer des gens à combattre. Mais Marine Le Pen en ce moment veut rétablir le service pour les hommes et les femmes. C'est peut-être un autre sujet, mais effectivement, le sport s'est mixé avec le temps et avec une ouverture qui a modifié un petit peu l'objet initial de la pratique physique. Donc effectivement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Heureusement, les femmes sont quand même assez présentes sur les terrains de sport. Et d'ailleurs, le ministère des Sports dit régulièrement que 50,1% des pratiquants de sport sont des femmes. Donc voilà, on est bel et bien là, même si après dans les chiffres des fédérations, on est un peu plus discrète. Oui, avec 0 femme présidente de fédération olympique en France. Est-ce que si les femmes allaient au poste à responsabilité, est-ce que ça pourrait changer les mentalités aussi sur cette question de l'homosexualité, de l'homophobie ? Alors, moi, j'en suis pas convaincue parce que je crois que les femmes n'aspirent pas à la même chose que les hommes, et notamment dans la pratique sportive. Je crois que à la FGL, on a quand même pas mal de filles qui viennent pratiquer et qui se rencontrent et qui organisent des choses entre elles aussi, parce qu'on s'aperçoit que le besoin n'est pas forcément le même que celui des garçons, le désir de compétition n'est pas forcément le même. Alors bien sûr, il y a des athlètes de haut niveau, il y a des filles qui font du sport à haut niveau international, mais en général, les filles recherchent plus une convivialité, plus une pratique pour entretenir leur corps, pour se sentir bien, mais pas forcément une recherche de compétition. Et accéder à des postes de haut niveau, c'est se rendre disponible pour rentrer dans cette cour un petit peu où il va y avoir de la bataille, où il va y avoir des coups bas, etc. Et je crois que c'est pas forcément ce pourquoi les filles ont envie de se battre. C'est pour ça peut-être aussi que dans les positions politiques, on n'est pas très nombreuses non plus. Justement, Ramayad avait initié une charte contre l'homophobie dans le sport qu'elle avait décidé de faire signer au club et au fédé. Est-ce que cette initiative vous a aidé dans vos combats au quotidien ? Alors ça a été très important, en tout cas que cette charte qui avait été mise en place aussi par le Paris Foot Gay trouve un relais au niveau des pouvoirs publics, et Ramayad a permis de mettre l'éclairage, de mettre un peu de lumière sur cette problématique qui était l'homophobie dans le sport. Donc ça a été effectivement très important pour nous en termes de reconnaissance, de reconnaître qu'il y avait à la fois un tabou et un problème, en tout cas des discriminations qui étaient liées à l'orientation sexuelle, et puis qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'après il y a le reconnaître, et puis il y a des actions qui sont mises en place. Et de ce point de vue-là, cette initiative de Ramayad, qui a été en plus poursuivie après par Chantal Joanneau aussi, a permis quand même de donner un peu plus d'écho à ce que nous essayons de faire au niveau des associations sportives LGBT et de la fédération sportive gay et lesbienne. Donc c'était très important. Et David Douillet a pas voulu reprendre alors la suite sur ce sujet ?
Alors c'est un peu plus complexe que ça parce que si les dossiers qui étaient engagés ont été poursuivis puisque Chantal Joanneau avait mis en place un comité de lutte contre les discriminations qui est toujours actif et qui est présidé par Laura Flessel. Donc les travaux continuent dans le cadre de ce comité. Il y a des modules de formation qui ont été déployés et qui sont en train d'être déployés auprès des entraîneurs nationaux, des brevets d'État, des cadres techniques de l'ensemble de la filière sport au niveau ministériel, on va dire, au niveau national. Donc ça existe toujours. Après, voilà, il n'a pas remis en cause et il n'a pas non plus donné le coup de pouce supplémentaire, c'est-à-dire qu'heureusement que c'était déjà lancé, que la direction jeunesse et sport du ministère des Sports avait déjà le dossier en main et qu'il y avait un certain nombre d'actions et d'éléments qui étaient déjà... On a compris. Christelle Foucault, aujourd'hui, les combats de votre fédération que vous menez, ce sont lesquels ? C'est toujours la lutte contre l'homophobie parce qu'on a encore des actions et des éléments récents dans l'actualité avec les sorties de Louis Nicolin, avec un couple de lesbiennes qui vient de se faire agresser à Lyon ces jours-ci. Donc l'homophobie, elle est présente partout dans la société et quoi qu'en dise le président actuel de la République, elle est aussi présente dans le sport. Et le sport est un terrain où elle n'a pas lieu d'être, où ça devrait être effectivement un espace de convivialité, d'échange, de rencontre de l'autre. Donc, a fortiori dans le sport, il n'y a pas de place pour l'homophobie, il n'y a pas de place pour les discriminations et personne ne devrait subir de discrimination parce qu'il est différent dans son choix d'orientation sexuelle, parce qu'il est différent dans sa religion, dans sa couleur de peau, etc. Donc, est-ce que le sport est un lieu de mise en exergue, justement ? On dit beaucoup que le sport porte des valeurs, évidemment, il en porte, ou au moins il est un tremplin pour des valeurs éducatives, d'insertion, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un lieu véritablement où peuvent se développer de telles discriminations ? Dans la pratique, on s'aperçoit que oui, puisque quand vous vous promenez dans les stades de foot, enfin quand vous assistez à des matchs de foot, et encore une fois, c'est pas pour montrer du doigt le football, mais c'est parce qu'il touche une population beaucoup plus large, beaucoup plus populaire. Voilà, beaucoup en termes de chiffres, c'est plus important. Donc c'est là où c'est le plus apparent. Effectivement, c'est le défouloir, c'est là où on va attaquer, critiquer, insulter l'arbitre. On va lui lancer des projectiles. On va traiter de sale nègre un joueur noir, etc. Donc c'est effectivement, et malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut faire des actions et qu'il faut agir, le sport est un terrain où on se permet des choses parce que voilà, la discipline n'est pas la même qu'à l'extérieur. Il n'y a pas une police qui est aussi vigilante et répressive qu'elle peut l'être dans la société civile. Donc voilà, les gens en profitent pour se servir de ce terrain de jeu pour justement avoir des comportements qui n'ont pas lieu d'être et qui ne devraient pas avoir lieu dans la vie de tous les jours. Stéphane S., c'est bien une bonne prononciation de votre nom ? Eas, je m'en doutais, désolé. Vous êtes sociologue, vous avez fait une étude sur les discriminations dans le sport contemporain entre inégalité, médisance et exclusion. Est-ce que vous partagez ce constat dans le cadre de votre étude ? Alors lequel constat? Le constat d'abord que un maintien effectivement des discriminations. Voilà. Et puis beaucoup de choses. On l'a vu aussi dans la première partie de notre émission, qui sont encore au quotidien présentes dans l'homophobie. Et puis dans l'absence aussi, dans la tabouisation un petit peu de cette question. On a des études qui nous montrent qu'entre 7 et 10% de la proportion, il y a entre 7 et 10% d'hommes homosexuels dans les sociétés contemporaines, et dans le monde du sport, seulement 0,4% se déclarent gays ou bisexuels. On est quand même là face à un constat assez dramatique. Mais c'est un problème de déclaration en fait, de visibilisation. C'est-à-dire que, comme l'a montré d'ailleurs le cabinet MB, là, avec Anthony Met et toute son équipe autour de Greg Descamps, il y a un problème d'accès aux enquêtés, aux sportifs. C'est-à-dire que dans leur enquête, ils ont eu des résistances importantes. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un tabou, en tous les cas, puisque c'est pas forcément sacré. C'est la défense d'une sacrée, mais en tous les cas, quand on viole un tabou,
il y a une application directe qui est qu'on devient impur. Et c'est vrai que les sportifs et les sportives homosexuels ou qui se déclarent comme tels ne se déclarent pas justement ouvertement dans le milieu sportif parce qu'elles risquent, ces personnes risquent d'être exclues en fait assez rapidement. Alors, il y a très très peu de figures tutélaires, on pourrait dire, si je reprends un peu de langage anthropologique. Il n'y a pas de grands champions notoires, ils sont très peu nombreux à avoir fait leur coming out ou à avoir été outés, ce qui est encore pire. Et il y en a quand même, non ? Il y en a, mais ça fait quoi ? Ça fait 10 personnes en 25 ans. Justement, est-ce que les sportifs de niveau ou les sportifs amateurs sont concernés de la même manière par cette homophobie ? Alors ça, je ne connais pas d'enquête qui fait la comparaison entre milieu amateur et milieu professionnel. Je pense que dans le milieu professionnel, le problème du silence de l'orientation sexuelle est peut-être plus important parce que justement les enjeux financiers et les carrières, en fait, les professions, les trajectoires professionnelles peuvent en pâtir ou pourraient en partie en pâtir, parce que c'est pas non plus évident que ça pourrait en pâtir, parce que si je suis un peu brutal, sans être trop provocateur, il y a des enquêtes aux États-Unis qui montrent que par exemple, les personnes homosexuelles une grande partie des personnes homosexuelles ont un niveau culturel et économique important. Donc, si j'étais un peu cynique, c'est une cible intéressante pour les tours opérateurs, par exemple, pour le tourisme sportif, etc. Donc, vous voyez, le problème de l'argent est quand même important. On le voit sur d'autres enquêtes qu'on a réalisées, par exemple, sur peut-être plus dramatique sur l'impact du HIV dans l'engagement physique et sportif avec Sylvain Ferrez, soutenu par SIDAction et la région Île-de-France, que le problème de la déclaration justement est très très diversement présenté ou justement vécu, puisque par les homosexuels qui sont, encore une fois, si je suis un peu réducteur, plus aisés, riches, et ceux qui le sont moins. Ils peuvent jouer sur différentes stratégies, différents critères, caractéristiques, changer de milieu plus facilement. C'est un peu la blague de Coluche, quoi. Tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont beaux, riches et célèbres, et puis il y en a qui sont pauvres, moches. Et justement, est-ce que vous constatez des différences entre différentes activités sportives, entre différents sports qui... Oui, alors ça a été écrit dans plusieurs ouvrages, mes collègues Philippe Lyotard, par exemple, en 2008, ou Ferrez, le corps homosexuel, en 2008 aussi, le corps homosexuel en jeu. Il y a des activités qui traditionnellement mobilisent une virilité, voire un machisme important, et dans ce contexte-là, vous doutez bien que la déclaration de l'orientation homosexuelle risque d'être compliquée pour un homme, ou est pensée comme étant compliquée pour un homme, un sportif. Donc oui, le débat va continuer désolé, je vous coupe un peu dans quelques instants, après une petite page musicale. Vous êtes bien sur E-Radio, l'émission du think tank Sport et Citoyenneté. Nous allons écouter Corazzu, la Arena de la Pista. Hoy después de 5 días te vuelve a dejar. Y aunque aún tú le quieres ya no puedes llorar más. Eres el junco que se dobla y siempre sigue en pie. Vuelves a ser aquella mujer de la cabeza a los pies. Serás la reina de la pista. Serás la reina del local. Maquillarás tus cicatrices, hoy no te vas a acostar. Y le adviertes, ya no me esperes, que no te iré a buscar. Llegará algún nuevo amor que te sepa valorar.
nuevo amor que te quiera de verdad. Serás la reina de la pista. Serás la reina del yoga. Sport et citoyenneté. On est sur E-Radio Nantes, et pendant la pause musicale, Inès m'a presque agressé pour parler de la convention départementale 2010-2012. Inès, je t'en prie. Oui, effectivement, Gillian, il me semble important d'en parler aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion de mettre en lumière cette convention de prévention de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, qui a été initiée par la direction départementale et régionale de la cohésion sociale Pôle Sport Pays de la Loire et du CDOS Loire-Atlantique, donc comité départemental olympique et sportif, qui a initié donc une convention pour essayer de lutter contre toute cette discrimination, à savoir trois points essentiels: informer le milieu sportif, essentiellement lors des assemblées générales des clubs, sensibiliser à l'inspection académique pour former les éducateurs et les BPGEPS contre toutes les discriminations liées au sexe, et prévenir et lutter contre cette discrimination justement par des campagnes de communication, des affiches, etc., avec des numéros ressources également pour aider toutes les personnes qui se sentiraient seules et démunies face à ce problème. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de mettre en lumière ces actions qui sont pas assez médiatisées à mon sens. Merci Inès. Christelle Foucault, Pepe Garcia Vasquez disait dans notre revue les ghettos ne sont pas créés par des minorités mais par les sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, je peux pas contredire Pépé parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Non, mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, la minorité, elle réagit par rapport à un environnement extérieur. Le fait, par exemple, pour revenir à la situation des associations sportives LGBT, l'existence même de ces associations sportives LGBT est une réponse à un climat d'homophobie qui était omniprésent, permanent, latent dans certaines sociétés, dans les réseaux traditionnels, on va dire, de pratiques sportives. Donc à un moment donné, il y a un système un peu d'autodéfense où on se dit, bon bah finalement, comme d'autres réseaux enfin, quel que soit le type de réseau d'ailleurs, on se regroupe entre soi parce qu'on partage des choses, des valeurs communes, une envie de faire une activité sportive, dans un climat un peu plus serein qu'on pourrait le connaître dans un milieu plus ouvert. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est souvent, effectivement, on nous fait le reproche de nous ghettoiser. Je crois que c'est pas le cas, c'est au contraire essayer d'être bien et pour ça de donner des conditions de réussite en fait à un projet sportif, de vie sociale un peu plus serein. Et ces associations sportives-là, elles se sont créées en réaction effectivement à un climat un peu difficile à l'extérieur, et puis elles se sont développées, elles se sont ouvertes justement au milieu extérieur parce que elles peuvent pas vivre en fait, elles peuvent pas vivre toutes seules. Les communautés, elles sont imbriquées dans une société où il y a un métissage, où il y a des rencontres, où il y a des échanges, donc c'est difficile de vivre sur soi, enfin c'est impossible même. Donc je suis pas d'accord avec cette idée. Je crois pas que ce soit elle-même qui soit responsable de cette situation-là. Je pense qu'à un moment donné, la société vous amène à prendre des décisions, à vous retrancher le temps de se mettre en place, de s'organiser. Bastien, vous, dans le cadre de votre pratique ou en tant qu'éducateur, est-ce que vous avez déjà été témoin ou subi des discriminations liées à l'homosexualité dans le sport? Moi, personnellement, non. J'ai eu la chance de ne pas avoir de discrimination liée à l'homosexualité. Mais non, enfin c'est un sport où encore c'est assez tabou, enfin ça n'en parle pas encore, donc c'est vrai que ça esquive un petit peu la question de l'homosexualité. Donc on n'en parle pas, mais peut-être qu'aussi des personnes souffrent justement parce qu'elles se sentent seules et peut-être n'ont pas encore la possibilité d'être écoutées face à ce problème. Moi je sais que déjà qu'il y a une discrimination déjà, lié à la jeunesse déjà, parce que on essaye de pas faire trop confiance aux jeunes, parce qu'on veut rester sur des vieilles valeurs un petit peu de ce sport,
un peu très pas très mixité justement sociale justement, parce que c'est vrai que c'est un peu un sport où bon, c'est beaucoup d'hétéros blancs entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, où là par contre c'est vrai que la mixité, contrairement des fois à d'autres sports où les couleurs se mélangent, les sexes ils sont différentes dans la catégorie. Et là, c'est vrai que c'est un sport. Vous attendriez, Bastien, de la Fédération française de cyclisme, ou même internationale, des actions, des prises en compte, des mesures. Alors là, on est très heureux d'avoir Christelle Foucault, mais qui représente la Fédération sportive gay et lesbienne. Est-ce que les institutions sportives vous semblent sensibles à ces questions, et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Moi, j'aimerais bien qu'ils forment les éducateurs, puis qu'ils aient vraiment un souci de développer un peu que l'égalité dans le sport, enfin, surtout dans le biais de ma fédération actuellement, où on sent une certaine inégalité qui s'installe, qui est pas... Stéphane Eas, vous avez constaté aussi des problématiques dans la formation, justement, ce que nous soulève Bastien là comme question, ou dans l'absence de formation des éducateurs, des professeurs? Oui, mais il y a quand même des bonnes choses qui se mettent en place, comme ont été évoquées dans les Pays de Loire. Dans la plupart des régions, en métropole ou dans les dom-toms, il y a quand même des chartes éthiques qui se mettent en place, d'autres conventions. Il est important qu'il y ait ce genre de formation. Moi, je suis pas un acteur, encore moins un militant, mais c'est vrai qu'il faut être capable de former à la variété humaine, j'allais dire, aux variations d'expression de soi ou d'accomplissement. Et là, je rejoins tout à fait Christelle, c'est-à-dire que être entre soi, c'est une étape, ça doit être une étape. Être bien, être serein, agir à plusieurs, hein, c'est un classique de la sociologie, ça s'appelle les minorités actives. On sait tous que le changement social revient toujours des minorités actives, ou souvent en tous les cas. Et donc, moi je vois ça plutôt comme étant positif. Le problème, effectivement, et vous venez de le soulever, c'est que les organisations, là je suis pas provocateur, hein, c'est vraiment la plupart des enquêtes par le monde qui le montrent, discriminent d'une manière routinière. C'est-à-dire que elles ont tout un discours qui peut être ouvert, qui prône l'ouverture, mais concrètement, avant que les gens qui dirigent, les vieux, ça a été évoqué tout à l'heure par le sportif, une sorte de gérontocratie sportive, très fort, gérontocratie politique, une phallocratie aussi, eh bien, avant que ces dominants, j'allais dire, quittent le pouvoir, il faut des décennies en fait. Et donc, pour faire évoluer les mentalités, on peut pas faire ça d'un coup de baguette magique. Les communications, c'est bien, la formation, c'est bien, sensibiliser, c'est très bien, mais il va falloir en fait des décennies avant d'arriver à une équité, une égalité de traitement, quoi. Vous parlez d'évolution des mentalités. Est-ce que le problème n'est pas aussi à l'endroit où on fixe la norme, justement, nos enfants n'ont-ils pas des problèmes de repères entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas? C'est pas des mots avec lesquels un sociologue est à l'aise, bien, pas bien, normal, en termes statistiques, oui, mais qu'est-ce qui est la norme, elle s'impose à nous. Après, si elle est trop, comment dire, castratrice, sans faire de jeu de mots, effectivement, il n'y a plus de place de liberté d'expression ou liberté d'accès ou d'information. Donc, il faut être conscient, et c'est à ça que servent les sciences humaines et sociales, qu'il y a des phénomènes comme ça, des processus normatifs. Et puis, il faut être aussi conscient qu'il y a des actions de la part de minorités et qui sont parfois positives, parfois aussi négatives. L'entre-soi homosexuel, par exemple, dans le sport, peut aussi conduire à une sorte d'autodiscrimination, mais ce n'est pas généralement le cas. Ça débouche au contraire, comme l'a dit Christelle, assez souvent sur une ouverture à l'autre, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas, on n'est pas... Aucun être humain, aucune association, aucun mouvement, aucune minorité n'est une île, quoi, pour reprendre une expression célèbre de Goffman. Alors, donc, on est relié à tout le monde et il faut prendre compte de cette variété-là. Merci beaucoup pour cette analyse sociologique. On a beaucoup de juristes aussi chez Sport et Citoyenneté, et quand on a étudié cette question de l'homophobie et d'autres discriminations, on a voulu aussi rappeler qu'il existait un droit en la matière, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en particulier, et il y a aussi des transpositions de directives. Il est possible aujourd'hui, le droit existe pour protéger tout type de discrimination, et est interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, les origines ethniques ou sociales. C'est important de le préciser. J'imagine que c'est aussi le rôle de la FSGL de rappeler qu'il existe ce droit et des actions sont possibles. Oui, tout à fait. C'est très important et ça fait partie d'ailleurs des modules de formation qu'on a démarré avec le ministère des Sports et auquel participe SOS Homophobie notamment et la LICRA. Ça fait partie des choses qu'il rappelle en termes de protection juridique et d'éléments juridiques qui existent pour lutter contre cette homophobie, pour faire valoir ses droits si on est victime, pour alerter un petit peu les entraîneurs et les cadres de ce que ça représente, de ce que ça veut dire, de comment ça se traduit législalement, enfin, du point de vue législatif. Donc voilà, oui, c'est important de le rappeler et je crois que c'est pas assez connu d'ailleurs. Alors, l'émission arrive à sa fin. J'aimerais bien, en cette période d'élection aussi, vous donner la parole et vous demander si vous aviez une idée que vous aimeriez qui soit reprise par peut-être le futur ministre des Sports ou un autre. Et on va donner la parole à Bastien pour commencer. Si vous aviez une idée rapidement à nous exprimer. Ce serait déjà une meilleure formation dans le sport, puis donner les moyens aux clubs sportifs au niveau déjà à la base, parce que il y a beaucoup d'argent qui est donné au niveau professionnel, avec les droits télé, les choses comme ça. Il y avait une chose qui avait été très bien faite d'ailleurs par Marie-Georges Buffet, où les droits sur les paris sportifs, ça permettrait d'avoir de l'argent au CNDS. Je pense qu'il faudrait quand même encore donner des moyens au niveau des éducateurs pour pouvoir justement des éducateurs mieux formés, meilleurs. C'est former des profs de sport, puis le sport à l'école, vraiment diversifié. On a bien compris, Bastien. On essaiera, Sport et Citoyenneté, d'être le relais de ces idées. Christelle, si vous aviez une idée à nous faire passer pour terminer cette émission, qui pourrait être reprise dans quelques semaines. C'est inséré dans les modules pédagogiques, mais enfin, en tout cas au niveau des adolescents, peut-être plus que chez les jeunes enfants, parce que chez les jeunes enfants, en général, l'orientation sexuelle, c'est pas vraiment un problème, parce qu'ils voient pas bien encore les notions de bien ou mal que leur inculque plus tard la société. Donc les jeunes enfants, ça va à peu près, mais effectivement, chez les adolescents, avoir dans le programme éducatif quelque part une notion de cette ce vivre ensemble, de cette lutte contre la discrimination, de cette acceptation de l'autre tel qu'il est, sans jugement, ça ce serait très bien de Merci, merci Christelle. Stéphane, est-ce que rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, vous voulez ajouter une idée en quelques mots? Oui, peut-être une petite boutade. Il faut aussi former les journalistes, et notamment les journalistes sportifs. Ça serait bien de les sensibiliser à cette variété et comment de comportement. Tout le monde est d'accord autour de la table. Merci beaucoup à vous trois. On va terminer par l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté, Inès. Oui, donc quelques dates à retenir pour les prochains jours. Le 11 mai prochain, nous aurons la médiatisation du sport féminin, un workshop à Nyon organisé par le think tank Sport et Citoyenneté, donc en Suisse, dans les locaux de l'UFA. Exactement, la médiatisation des femmes, c'est aussi une grande question. Exactement. Le 13 mai prochain à Saumur, donc on fait dans le local également. Oui, le salon du livre et du vin et une table ronde sur la liberté dans le sport. Et donc pour la suite, nous avons des belles revues à venir, Juliane. Oui, alors la prochaine revue de Sport et Citoyenneté sur la corruption dans le sport en Europe, là aussi on essaiera de parler sans tabou. Et pour finir, une revue spéciale. Une revue spéciale pour les Jeux Olympiques de Londres, effectivement, où on va se poser la question de savoir si cet événement peut véritablement changer la société, une société que nous espérons plus humaniste, évidemment. Évidemment. Enfin, vous pouvez nous retrouver toujours plus d'actualités donc sur notre site internet au www.sportetcitoyenneté.com et retrouver également nos trophées et toutes nos vidéos sur notre web TV sur monsport.tv. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Sport a občanství, Sport und Staatsbürgerschaft. Radio Nantes vous a présenté Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur eradionantes.eu.